cela, dit-il? Ils en traitent d'une manière bien ridicule et bien utilitaire. C'est en effet comme des praticiens, soucieux d'abord de leur pratique, qu'ils fabriquent toutes leurs propositions en parlant de mettre au carré ou alors d'appliquer et d'additionner et en formulant tous leurs énoncés de cette manière, alors que tout cet enseignement, on ne s'y consacre qu'en visant la connaissance. Oui, absolument, dit-il. Il faut par conséquent s'entendre sur un point supplémentaire. Lequel? Qu'on étudie la géométrie en vue de la connaissance de ce qui est toujours et non de ce qui se produit à un moment donné, puis se corrompt. On tombera facilement d'accord là-dessus. La géométrie est en effet connaissance de ce qui est toujours. Elle serait dès lors capable, noble ami, de tirer l'âme vers la vérité et de modeler la pensée philosophique en orientant vers ce qui est en haut, ce qu'à présent nous orientons à tort vers le bas. Autant que cela est possible, dit-il. Il faut par conséquent, autant que cela est possible, enjoindre à ceux qui résident dans ta cité de beauté de ne négliger d'aucune manière la géométrie, sans compter que les bienfaits supplémentaires ont aussi leur importance. Lesquels, dit-il? Ceux-là même dont tu as parlé, dis-je, les bienfaits relatifs à la guerre, et nous savons bien en plus, quand il s'agit de mesurer le progrès dans tous les savoirs, qu'il y aura un monde de différence entre celui qui s'est attaché à l'étude de la géométrie et celui qui ne s'y est pas attaché. Un monde, certes, par Zeus, dit-il. Allons-nous donc l'instituer comme deuxième enseignement pour les jeunes gens? Oui, instituons-la, dit-il. Mais alors, comme troisième enseignement, instituerons-nous l'astronomie? N'est-ce pas là ton avis? C'est bien mon avis, dit-il. Être à même en effet de bien saisir le calendrier saisonnier des mois et des années, cela convient non seulement à l'agriculture ou à la navigation, mais aussi, et non dans une moindre mesure, à l'art de la stratégie militaire. Tu es gentil, dis-je, tu ressembles à quelqu'un qui, en présence de la foule, craindrait de paraître vouloir encourager des enseignements inutiles. Il n'y a rien d'ordinaire, c'est au contraire assez difficile, à faire admettre que dans ces enseignements, un certain instrument de l'âme de chacun se trouve purifié et revivifié, un instrument qui est corrompu et aveuglé par les autres occupations, un instrument qu'il serait plus important de sauver que des milliers d'yeux, c'est par lui seul, en effet, que la vérité est vue. À ceux, dès lors, qui sont du même avis que toi, tu paraîtras t'exprimer de manière tout à fait admirable, mais ceux qui n'en ont jamais pris conscience jugeront sans doute que tu parles pour ne rien dire. Ils ne voient en effet dans cet enseignement aucun autre avantage qui soit digne de mention. Examine donc ici même avec lesquels de ces gens tu veux discuter, ou alors, si tu ne discutes avec aucun des autres, vois si ce n'est pas d'abord pour toi-même que tu élabores la majeure partie de ces arguments, sans toutefois en écarter quiconque serait en mesure d'en tirer quelque profit. C'est bien cela que je choisis, dit-il. C'est pour moi-même principalement que je parle, que je pose des questions et que je réponds. Alors reviens en arrière, dis-je, car maintenant nous n'avons pas enchaîné correctement avec ce qui suivait la géométrie. Comment avons-nous fait, dit-il? Après la surface plane, dis-je, nous avons pris le solide déjà en mouvement, avant de le considérer tel qu'il est en lui-même. Il serait correct de reprendre la troisième dimension à la suite de la deuxième. Il s'agit de cette dimension, bien sûr, qui concerne les cubes et qui participe de la profondeur. C'est celle-là en effet, dit-il, mais ces questions-là, Socrate ne semble pas avoir encore trouvé de solution. De cela, dis-je, il y a en effet deux causes. D'une part, parce qu'aucune cité ne les tient en honneur. Ces questions qui sont difficiles sont l'objet de recherches menées sans enthousiasme. D'autre part, ceux qui s'adonnent à ces recherches ont besoin d'un superviseur, sans l'aide duquel ils ne pourraient faire de découvertes. Or, il est difficile de trouver un superviseur, et ensuite, s'il en existait un, ceux qui, dans la situation actuelle, sont engagés dans ces recherches ont une si haute opinion d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient lui obéir. Si par contre une cité tout entière, qui tiendrait ces matières en haute estime, les supervisait, alors ils obéiraient et ces recherches menées de façon continue et avec zèle rendraient manifeste la qualité de leur objet. Puisque même actuellement, alors qu'elles sont méprisées et freinées par le grand nombre, et alors que ceux qui les étudient ne trouvent guère d'arguments pour justifier leur utilité,
elles se développent néanmoins par la force de leur charme en dépit de toutes ces difficultés. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles soient apparues. Ces recherches ont certes bien du charme, dit-il, un charme extraordinaire, mais explique-moi plus clairement ce que tu disais à l'instant. Tu as donc posé la géométrie comme la discipline qui s'occupe de la surface. Oui, dis-je. Ensuite, dit-il, tu as posé l'astronomie comme venant immédiatement après elle, et plus tard, tu es revenu en arrière. Il est vrai, dis-je, que dans ma hâte à exposer rapidement tout en même temps, j'ai plutôt réussi à ralentir. À la suite vient en effet la recherche méthodique de la dimension, de la profondeur. Mais parce que dans la recherche, elle est ridiculisée, j'ai passé outre. Et après avoir parlé de la géométrie, j'ai parlé de l'astronomie, qui concerne la profondeur en mouvement. Tu l'exposes correctement, dit-il. Posons donc, repris-je, l'astronomie comme quatrième enseignement, en supposant que la discipline que nous laissons pour l'instant de côté, la stéréométrie, pourrait être maintenue si éventuellement une cité en poursuit l'étude. C'est probable, dit-il, en tenant compte, Socrate, du reproche que tu viens de me faire concernant la vulgarité de mon éloge de l'astronomie, je veux en faire à présent l'éloge comme toi tu t'y appliques. Il me semble qu'il est évident pour chacun que cette discipline pousse l'âme à regarder vers le haut et qu'elle la conduit des choses d'ici-bas vers celles de là-bas. Peut-être, dis-je, est-ce évident pour tout le monde sauf pour toi, car moi ce n'est pas mon avis. Mais alors quel est ton avis, dit-il? À en juger par la manière dont se l'approprient aujourd'hui ceux qui servent de guide en philosophie, il me semble qu'elle fait regarder entièrement vers le bas. Comment l'entends-tu, dit-il? Ce n'est pas sans prétention, dis-je, que tu me sembles concevoir à ton message ce qu'est la connaissance des choses d'en haut. Tu risques en effet de penser que si quelqu'un entreprend d'observer, en renversant la tête, un plafond orné de peinture, il croira le contempler par l'intellection et non par les yeux. Peut-être ta pensée est-elle lucide et la mienne naïve. Je ne veux pas en effet considérer qu'il existe d'autres études capables d'orienter le regard de l'âme vers les choses d'en haut que celles qui se concentrent sur ce qui est réellement et sur l'invisible. Si quelqu'un entreprend, en regardant bouche bée les choses d'en haut et bouche fermée les choses d'en bas, de faire l'étude d'un objet parmi les objets sensibles, j'affirme qu'il n'en comprendra jamais rien, car il n'existe pas de connaissance de ces objets-là, et que mon âme ne regarde pas vers le haut, mais bien vers le bas, même s'il voulait apprendre en position couchée sur le dos, que ce soit sur terre ou sur mer. C'est justice pour moi, dit-il, tu as eu raison de me faire ce reproche. Mais comment alors disais-tu qu'il fallait aborder l'étude de l'astronomie, si on voulait, contrairement à l'étude qui en est faite à présent, en faire une étude utile pour les questions que nous discutons? De cette manière, dis-je, toutes ces décorations qui ornent le ciel, puisqu'elles ont été ouvragées dans le ciel visible, on jugera certes qu'il s'agit des plus belles et des plus exactes au sein du visible, mais au regard des choses véritables, elles sont très inférieures. Si on considère ces mouvements qu'emportent la vitesse réelle et la lenteur réelle dans leur relation réciproque au sein du nombre véritable et selon les configurations véritables et qui emportent à leur tour tout ce qui réside en elles, cela peut être saisi par la raison et par la pensée, mais non par la vue, à moins que tu ne sois d'un autre avis. Nullement, dit-il. Par conséquent, dis-je, il faut recourir à cette riche décoration du ciel comme à des modèles en vue de la connaissance de ces choses supérieures. De la même manière que si quelqu'un découvrait par hasard des dessins remarquablement tracés et exécutés avec minutie, qui seraient l'œuvre de Dédale ou de quelque autre artisan ou dessinateur, n'importe quel expert en géométrie jugerait en effet, en les voyant, qu'il s'agit de travaux magnifiquement ouvragés, mais il trouverait ridicule d'en entreprendre sérieusement l'examen s'il s'agissait d'y trouver la vérité des segments égaux ou doubles ou de toute autre forme de proportion symétrique. Comment ne serait-ce pas absurde, dit-il. Quant à celui qui est versé en astronomie, dis-je, s'il contemple les mouvements des astres, ne sera-t-il pas pénétré d'une conviction semblable? Il jugera qu'il s'agit sans doute d'un système constitué des œuvres les plus magnifiques, et que ce système a été produit par l'artisan du ciel et de tout ce qui s'y trouve. Mais pour ce qui est de la symétrie de la nuit par rapport au jour, et de ces deux-là par rapport au mois, et du mois par rapport à l'année,
et des autres astres par rapport à l'ensemble de ces phénomènes et entre eux, à ton avis, ne s'étonnera-t-il plus pas de l'attitude de celui qui pense que ces phénomènes se produisent toujours de manière identique et qu'on n'y trouve aucune déviation et qui entreprend de pénétrer par tous les moyens la vérité de ces phénomènes, compte tenu du fait qu'il s'agit de corps et qu'ils sont visibles. À t'écouter, dit-il, c'est aussi mon avis. C'est donc en procédant par problème, dis-je, que nous étudierons ainsi l'astronomie, à la manière de la géométrie. Nous laisserons de côté les phénomènes célestes si nous voulons réellement, en entreprenant l'étude de l'astronomie, rendre utile, d'inutile qu'il était, cet élément de l'âme qui par nature est apte à la pensée. Tu proposes là, dit-il, une tâche à plusieurs égards, beaucoup plus considérable que celle qui est aujourd'hui effectuée par l'astronomie. Je pense pour ma part, dis-je, que nous proposerons une organisation du même genre pour les autres enseignements si nous voulons être de quelque utilité en tant que législateurs. Mais te vient-il à l'esprit quelque autre enseignement qui puisse convenir? Non, tout de suite comme ça, je ne vois pas, dit-il. Pourtant, ce n'est pas une seule espèce, mais plusieurs, dis-je, que présente le mouvement, tel que je le conçois. Celui qui est savant serait peut-être en mesure de les énumérer toutes, mais pour nous, il y en a deux qui ressortent nettement. Lesquelles? En plus de la précédente, dis-je, il y a l'espèce correspondante. Laquelle? Il est probable, dis-je, que comme les yeux sont attachés à l'astronomie, de même les oreilles sont attachées au mouvement harmonique, et que ces connaissances se sont liées l'une à l'autre comme des sœurs, ainsi que les pythagoriciens l'affirment et nous également Glaucon, qui sommes d'accord avec eux, à moins que nous ne fassions les choses autrement. Convenons de faire ainsi, dit-il. Par conséquent, dis-je, puisqu'il s'agit d'une tâche multiple, nous nous renseignerons auprès d'eux pour savoir comment ils traitent de ces questions et s'ils en ajoutent quelque autre. En ce qui nous concerne, eu égard à tous ces sujets, nous garderons ce qui nous est propre. Quoi donc? Que jamais ceux que nous formons n'entreprennent d'apprendre sur ces sujets quoi que ce soit d'imparfait et qui ne viseraient pas toujours le terme auquel doivent parvenir toutes les connaissances. Ce but dont nous parlions à l'instant au sujet de l'astronomie. Ne sais-tu pas que, dans le domaine de l'harmonie aussi, il s'adonne à une étude différente mais du même genre? Quand ils mesurent en effet les sonorités et les accords les uns par rapport aux autres, ils y peinent infiniment, comme les astronomes. Par les dieux, dit-il, c'est vrai, ils sont franchement ridicules, ils discutent de choses auxquelles ils donnent le nom de densité, et on les voit qui tendent l'oreille comme s'ils tentaient de discerner une voix provenant du voisin, les uns affirmant qu'ils perçoivent dans le registre intermédiaire un certain son, et qu'il s'agit de l'intervalle le plus petit qu'on puisse mesurer, les autres contestant cette affirmation en disant qu'il s'agit d'un ton semblable à ceux qui ont déjà été émis. Les uns et les autres placent les oreilles bien avant l'intellect. Toi, dis-je, tu veux parler de ces braves gens qui triturent les cordes et les soumettent à la torture en les étirant sur des chevalets. Mais pour éviter que l'image ne soit indûment élaborée, avec les coups de plectre qu'on donne et les reproches qu'on fait aux cordes de résister et de pavoiser, je mets un terme à la comparaison, et j'affirme que je ne parle pas d'eux, mais bien de ceux que nous faisions à l'instant le projet d'interroger concernant l'harmonie. Ils font en effet la même chose qu'on fait en astronomie. Ils recherchent les nombres qui se trouvent dans ces accords qui sont entendus, mais ils ne s'élèvent pas à la considération de problèmes. Par exemple, ils n'examinent pas quels nombres sont en accord et lesquels ne le sont pas, et pourquoi ils le sont ou non. Tu parles d'une entreprise prodigieuse, dit-il. Utile en tout cas, dis-je, pour ce qui est de la recherche du beau et du bien, mais inutile quand on la poursuit dans un autre but. Probablement, dit-il. Je pense pour ma part, dis-je, que ce parcours méthodique, à travers tous les enseignements que nous avons exposés, s'il parvient à ce point où ils trouvent les uns par rapport aux autres leur communauté et leur association naturelle, il s'y établit par le raisonnement en quoi ils sont apparentés les uns aux autres, en tirera quelques contributions en vue de cette recherche que nous souhaitons mener, et ce ne sera pas en vain que nous aurons peiné, autrement ce sera sans aucun profit. Moi aussi, dit-il, je vois l'avenir de cette façon, mais tu parles d'une tâche énorme, Socrate. C'est l'œuvre du prélude, dis-je, ou alors de quoi parles-tu?
Ne savons-nous pas que toutes ces choses ne sont que le prélude de ce chant que nous devons apprendre? Car ceux qui sont habiles dans ces matières, tu ne les crois sans doute pas habiles en dialectique. Non par Zeus, dit-il, si on fait exception d'un petit nombre que j'ai eu, moi, l'occasion de rencontrer. Mais alors, dis-je, ceux-là qui ne sont capables ni de rendre raison, ni de suivre un raisonnement, seront-ils un jour en mesure de comprendre quoi que ce soit de ce qu'il faut, selon nous, comprendre? Rien de cela non plus, dit-il. Par conséquent, dis-je, Glaucon, n'est-ce pas justement enfin ce chant que chante l'exercice du dialogue? Ce chant, bien qu'il soit un chant intelligible, la puissance de la vue pourrait l'imiter. La vue, disons-nous, entreprend de porter d'abord le regard sur les êtres vivants en eux-mêmes, et ensuite sur les astres en eux-mêmes, et puis en dernier, de regarder le soleil en lui-même. De cette manière, chaque fois que quelqu'un entreprend par l'exercice du dialogue, sans le support d'aucune perception des sens, mais par le moyen de la raison, de tendre vers cela même que chaque chose est, et qu'il ne s'arrête pas avant d'avoir saisi par l'intellection elle-même ce qu'est le bien lui-même, il parvient au terme de l'intelligible, comme celui de tout à l'heure était parvenu au terme du visible.